Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on accueille un acteur, réalisateur, scénariste. Il a fait rêver énormément de personnes à travers le milieu du cinéma, mais on aura le temps d'en parler juste après. C'est une personne pour qui j'ai énormément d'estime parce que voilà, vous vous rendrez compte qu'on a un parcours très similaire, du moins sur beaucoup de points, on a des chemins qui sont similaires. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'homme qu'on appelle Galliam Bruno Henry. Bonjour, salut tout le monde. Je vous reçois pas chez moi dans une baignoire certes, au Beach Jazzy. Et pourquoi dans une baignoire d'ailleurs? Parce que je trouve que voilà, je pense que la vie devrait être comme on se sent bien dans son bain, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je trouve plutôt le lieu, l'endroit plutôt bien. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu clap. Jingle, let's go. We'll make it clap. We'll make it clap. Bienvenue à toi Galliam, j'espère déjà que tu vas bien. Ouais, écoute, ça va bien. Je suis vraiment très content de t'accueillir. Parce que voilà, comme je t'ai dit, quand je me suis renseigné sur ton parcours, sur ce que tu as pu faire, je me suis rendu compte qu'on avait énormément de choses similaires. Ça fait aussi du bien d'être représenté par une personne justement qui a la même culture, qui a les mêmes origines, parce qu'on a des origines similaires aussi. Ouais, certainement. on est tous les deux des Antilles. Ah bah voilà, donc un gros bisou en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles, et puis à l'Afrique. Donc ça me fait super plaisir. Ouais. Comme tu le sais, dans l'Actu Clap, généralement, en fait, les personnes qui passent dans mon émission, on a tendance à parler de leur parcours professionnel, mais aussi personnel. On a tendance à valoriser leur parcours. Et du coup, voilà, on va tout simplement parler de toi, de savoir qui tu es, comment tu as grandi, comment justement tu as été amené à vivre justement aujourd'hui dans le milieu du cinéma. On va vraiment parler de toi aujourd'hui. Okay. Est-ce que tu es prêt pour démarrer cette magnifique interview? Eh bien, écoute, allons-y. Hein. Alors, Galliam, je sais que tu es né à Bordeaux. Ouais. Voilà, donc t'es né à Bordeaux, dans cette petite partie de la France qui est connue pour son vin et plein d'autres choses. Et voilà, du coup, je sais qu'après un moment donné, t'as vécu à Bourges. Ouais. En fait, je suis resté un an. Ouais, j'ai dû rester un an à Bordeaux le temps de ma naissance, puisque mon père était militaire de carrière. Et comme il a été muté à Avord, qui est une petite ville à côté de Bourges, du coup, on a habité à Bourges et voilà. Voilà, et puis après, je sais que tu as fini à un moment donné en banlieue parisienne. Aux Ulysse. Voilà, aux Ulysse. C'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, les Ulysse, ça a été c'est le moment où on a atterri aux Ulysse, c'est le moment où il y a eu le divorce de mes parents. D'accord. Et ma mère nous a pris tous les quatre et on est arrivé, aux Ulysse. De Bourges, on est arrivé aux Ulysse en banlieue parisienne. L'homme qu'on appelle Bruno Henry, c'était quel genre de personne lorsqu'il était tout jeune, dans sa jeunesse? Alors écoute, moi j'étais un enfant très introverti. Je disais rien, dans le sens où, parce que moi j'ai été un enfant battu, humilié, après par la suite abandonné. Et donc si tu veux, quand moi j'étais petit, en fait, à chaque fois que les gens ils venaient à la maison, ils m'appelaient l'intellectuel. Ils pensaient que j'étais l'intellectuel parce que j'étais dans ma bulle, en fait. Je pense que je me mettais dans une bulle parce que pour trouver une espèce de protection personnelle, un endroit où tu te sentais bien, parce que quand autour de toi tout est chaos, bah t'essayes de trouver un moment ou un endroit ou quelque part où tu puisses te sentir bien. Et si t'as l'impression que tu te sens bien, mais je pense que c'était un instinct de protection, parce que même à l'école, je me rappelle que les premières fois où j'allais à la cantine, si tu veux, pendant une semaine, j'ai pas réussi à manger, parce que quand je suis arrivé à Bourges, quand j'allais à la cantine, en fait, j'étais le seul noir. Et quand j'arrivais à la cantine, dès que je rentrais dans la cantine, t'avais tous les regards qui étaient sur moi. Et moi, du coup, je baissais la tête, et puis à table, et tous ils me regardaient comme ça avec insistance. Et en fait, moi, ça m'a duré une semaine au moins avant que je puisse commencer vraiment à me détendre et me dire de trouver un endroit, une paix intérieure pour me dire c'est bon, aïe, ils m'ont vu, ils m'ont regardé, voilà, j'ai essayé d'avoir l'impression d'être comme tout le monde, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai grandi tant bien que mal, parce que tu sais, quand tout va mal chez toi, forcément ça en découle sur le reste, quoi, sur les études et tout ça. Donc je pense que j'avais quelque chose où je pense que j'avais certaines facilités, mais qui ont été noircies par rapport à l'éducation que j'ai pu avoir, quoi. Et du coup, je me rappelle que arrivé en seconde,
je faisais plus les devoirs, quoi. Je faisais plus les devoirs, je rendais des feuilles blanches et puis je mettais juste les points et les virgules, quoi. Parce que j'étais arrivé à un moment où, voilà, pour moi, je me sentais pas à ma place, ne serait-ce que chez moi ou même à l'école et tout ça, parce que tu sais, il y a un moment donné, j'avais un beau-père. Après le divorce de mes parents, il s'appelle Dany, paix à son âme d'ailleurs, il est mort. Et je me rappelle la matière la plus difficile où je galérais le plus, c'était les mathématiques, tu vois. Et à chaque fois, j'avais des mauvaises notes, des mauvaises notes, des mauvaises notes. Et puis une fois, lui, il m'a fait travailler. Il m'a fait travailler, il m'a dit tu peux y arriver. Il m'a fait travailler. Et quand il y a eu un devoir de maths à l'école et tout, la prof de maths, elle rend les feuilles et tout ça. Et puis moi j'ai juste eu la moyenne. Et puis elle me regarde, elle me dit Bruno-Henri, elle dit t'as 10, mais je suis sûr que t'as triché. Je dis mais non madame, j'ai pas triché. Elle me dit ah bon? Elle me dit viens au tableau et tu viens refaire le devoir devant tout le monde. Et moi j'ai refait le devoir et tout ça, donc elle a vu que machin, elle a dit ouais t'as eu de la chance. Mais ça c'est un truc qui m'a marqué, quoi, tu vois, parce que même quand tu essayes j'avais essayé de retrouver une certaine dignité par rapport aux études, par rapport à tout ça, et ben les gens qui sont censés t'apporter une éducation, censés t'apporter pour t'aider à t'élever, à grandir et à avancer dans la vie, et ben c'est eux qui, en fait, je me suis senti enfoncé encore plus, quoi. Une humiliation supplémentaire. Une humiliation supplémentaire, alors que déjà je la subissais au sein de ma famille, parce que moi quand j'étais petit, je suçais les doigts. On mettait du piment sur les doigts. Je me rappelle une fois, on m'avait attaché les mains derrière le dos et tout. Puis j'étais tombé, je m'étais éclaté la bouche contre le sol parce que et tout ça. Et puis quand tu vois tes parents qui se foutent de ta gueule, j'ai pris, tu vois, les rallonges électriques qui sont là. Dès qu'on faisait une bêtise, c'était des coups de rallonge électrique jusqu'à être en sang. Et en fait, pour que ça s'arrête, il fallait que j'arrête de pleurer ou que j'arrête de crier. Donc en fait, t'étais obligé de ravaler un petit peu toute ta souffrance et tout ça. J'avais l'impression qu'on était revenu à l'époque de l'esclavage, quoi. C'était un peu ça, quoi, tu vois. Et du coup, t'étais obligé de ravaler tout ça à chaque fois. Et après, c'était les douches froides et tout. Et puis, dès qu'on faisait une connerie, ben, on nous envoyait tout du dehors. Donc, t'as tous les gens qui voilà, tous tes camarades de machin qui se foutaient de ta gueule et tout ça. Donc, si tu veux, moi, mon enfance, elle a été bercée dans tout ça, quoi, et ce qui a fait qu'il y a eu le divorce de mes parents, c'est quand le jour où ma mère, elle a appris que mon père avait eu des gestes incestueux envers ma grande sœur Dolores, voilà. Et du coup là il y a eu une grosse bagarre. Et du coup, mon père ce jour-là, il avait failli tuer ma mère devant nos yeux, tu vois. Et nous, je me rappelle, j'ai encore des images comme ça. Mais ça, c'est normal. C'est sa vie, ça sera à vie, quoi. Et nous, on est là tous les quatre, et puis on voit mon père à l'époque avait un couteau qui était au-dessus de ma mère. Et il disait arrête. Et on gueulait, on hurlait, on pleurait. Et lui, il a eu un élan comme ça, tu vois. Et heureusement, le geste s'est arrêté et tout ça. Donc ma mère, elle nous a pris tous les quatre, elle a trouvé un autre appartement et tout ça. Et puis je me rappelle, on n'a pas fini la scolarité parce que mon père, pour le divorce, il était comme un fou, il nous cherchait partout, donc on était obligé de se planquer et tout. Et puis voilà, et le jour où le divorce a été prononcé... Ça a été quoi ton sentiment à ce moment-là? Parce que est-ce que pour toi le divorce ça a été même si voilà ça s'est passé dans des conditions très critiques et très complexes, mais est-ce que pour toi c'était une libération ou pas du tout? Bah tu sais, je pense qu'à cette époque-là, c'était une libération dans le sens où il y a quelque chose de violent qui s'arrêtait, tu vois, mais en même temps il y a eu quelque chose où une certaine violence physique s'est arrêtée, mais pour rencontrer une autre violence qui était plus de l'ordre de verbal, parce que il faut savoir que ma mère après, voilà, quand elle a connu, quand elle s'est séparée de mon père, elle a connu un autre homme. Mais nous, en fait, cet homme, il est arrivé dans notre vie. Je me rappelle, on était tous les quatre derrière à l'arrêt dans une voiture, et ma mère, elle était à un feu rouge, et puis enfin, elle s'était garée, puis on attendait, et puis on a vu un homme blanc, barbu, rentrer dans la voiture et embrasser ma mère sur la bouche. Et nous, on tapait du pied derrière, on se demandait, mais
qu'est-ce qui se passait, tu vois. Et donc est arrivé mon beau-père, quoi. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, hein. Et mais par contre, quand je parlais de violence, c'est que lui, il n'était pas violent physiquement, mais c'était au niveau des mots, de la parole, quoi. C'est quelqu'un de très exigeant, de très dur avec les mots et tout ça. Donc et je trouve que des fois, la parole fait plus de mal qu'un coup, quoi. Tu vois, des fois, tu te frites avec quelqu'un, t'as mal, t'as un nion, ça passe. Ouais. Mais des paroles, des fois, qui sont blessantes, je trouve que des fois, ça peut rester, ça perdure dans le temps, parce que je trouve que il y a quelque chose de l'ordre de plus profond, parce que ça touche l'affect, ça touche l'enfant, ça touche l'homme, ça touche l'être humain, ça touche l'âme. Et ça a été très, 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 très dur, très, très dur. Et maintenant, Dan, il est mort, mon dad, tu vois. Mais bon, malgré tout, c'est quelqu'un que j'ai aimé, parce que je pense que il a aimé ma mère aussi, tu vois, même s'il a été dur avec elle, même si des fois je me suis frité avec lui verbalement, parce qu'il y a certaines situations que je n'acceptais pas. Mais après, si tu veux, tu réussis à pardonner quand tu commences à faire un travail sur toi, un travail personnel, quoi. Mais moi, la question que je me pose, en fait, en entendant tout ton parcours, c'est: t'as été rejeté, justement, tu m'as dit, de base par ton père en premier lieu, tu sais, avec toute la violence physique que t'as reçue. Quand t'arrives à l'école, tu me dis que t'étais le seul noir, donc forcément, t'as reçu aussi une violence psychologique, parce que tous les regards étaient portés sur toi et on te faisait ressentir, entre guillemets, que t'étais différent. Malgré ça, t'as quand même réussi à trouver, on va dire, une adaptation pour toi être, on va dire, un minimum en paix avec toi-même et continuer à avancer. Mais moi, c'est vraiment la question que je pose, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, comment t'as fait pour surmonter tout ça? Bah, en fait, tu sais, moi, je pense que ce qui m'a sauvé déjà, pour sortir de tout ce climat, parce qu'il y a un moment donné, ma mère, quand elle a connu mon beau-père, il y a un moment donné, ils sont partis et ils nous ont laissés, quoi. Ils nous ont abandonnés. Et ma mère, je me rappelle, à l'époque, elle nous avait donné 50 francs français. Ils sont partis vivre leur vie, parce qu'il faut savoir que ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant, et du coup, ils ont adopté un enfant qui est devenu leur enfant, et les gens, l'entourage proche de ma mère et de l'entourage proche de mon beau-père ne devaient pas savoir que ma mère avait des enfants. Donc ma mère, il fallait qu'on l'arrête de l'appeler maman, et il fallait qu'on l'appelle nounou. C'était une femme qui nous avait élevés, quoi, tu vois. Et ça, c'était très dur pour moi, pas que pour moi, parce que j'ai un petit frère qui est mort aussi, et j'ai eu 2 grandes sœurs, et d'ailleurs mes 2 grandes sœurs qui sont toujours sur terre continuent à appeler ma mère nounou, quoi. Alors que moi, je me rappelle qu'à une époque, j'étais en France, j'ai envoyé une carte postale et j'avais dit je serais heureux de nouveau quand je pourrais t'appeler maman de nouveau, quoi, tu vois. Et du coup, moi, je crois que je suis être le seul à appeler ma mère maman. Maintenant, parce que moi, j'ai décidé que hors de question que j'appelle ma mère nounou, quoi. C'est pas ma nounou, c'est ma mère, tu vois. Donc, je pense que j'avais déjà des dispositions à la révolte, et parce que moi je déteste l'injustice et je me battrai toujours pour des choses qui sont injustes. Tu vois, ça a été à mon détriment, parce que forcément il y a un moment donné, j'étais en frontal avec ma mère pour justement crever l'abcès et comprendre pourquoi tout ce qui s'est passé, le pourquoi, le comment. Et je pense que j'ai été trop frontal à un moment donné, parce que ça ne faisait qu'avoir des heurts avec elle, et on en souffrait tous les deux, tu vois. Donc j'ai décidé, moi, à un moment donné, de faire une psychothérapie et d'aller voir un psy, et j'ai fait un travail pendant 3 ans sur moi-même, ce qui m'a permis après justement de passer un cap, de pardonner et d'enlever des poids qui m'empêchaient d'évoluer, de grandir, d'avancer, puis d'être sur des trucs par rapport à moi-même, parce que tu sais, quand t'as vécu tout ça, tu t'analyses mal, tu te juges mal, t'as l'impression que t'es de la merde, t'as l'impression que, tu vois, et puis après, du coup, tu cherches l'amour auprès de plein d'autres mondes, donc t'es gentil avec tout le monde, même si on te traite mal, et puis t'as l'impression d'être aimé. C'est la seule chose que t'as, enfin, exactement. Connu, donc forcément, tu te, et du coup, t'as plein de gens autour de toi, t'as l'impression d'être aimé, et puis à un moment donné, tu te rends compte que tout ça est superficiel, quoi, parce que tu te rends compte que tout ça est superficiel parce que toi, tu t'es rendu superficiel du fait que tu recherchais quelque chose que tu n'avais pas eu.
Tu vois, et quand tu commences à comprendre tout ça, eh ben tu commences à avancer, à évoluer, quoi. Et c'est vrai que moi, une des choses qui m'a aidé à m'en sortir, ça a été la danse, parce que justement, j'allais en venir. Parce que cette thérapie que t'as faite, tu l'as faite avant d'avoir commencé la danse. Ça a été après, non, après. Parce que je sais que généralement, quand on est très très éprouvé par cette vie, par rapport à plein d'injustices qu'on peut subir, généralement, je sais que l'art, ça aide. Enfin, du moins, ça a aidé énormément de personnes à aller de l'avant et à avancer. Parce qu'en fait, c'est comme un échappatoire en fait pour beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a énormément de comédiens ou d'artistes, s'ils vivent pas de l'art, limite ils peuvent tomber en dépression. Et je sais que ça aide à tenir, voilà. Oui, et en fait moi, je faisais plein de petits boulots à gauche, à droite et tout ça, et puis j'allais prendre des cours de danse le matin et tout ça, mais il y a un moment donné, je suis tombé j'avais une espèce de dépression parce que j'y arrivais pas, c'est-à-dire que je bossais, j'allais prendre les cours de danse et puis je me levais tôt, j'habitais en banlieue et j'y arrivais pas, quoi. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter de travailler et de faire le ménage dans le club de danse. C'était à l'école Sylvie Vartan à l'époque, et je faisais le ménage, quoi. C'est-à-dire que je nettoyais la merde des autres pour essayer de redonner une existence à ma merde existentielle, quoi. Parce que forcément, quand tu fais le ménage, bah t'as tous ceux qui payent leurs cours parce que c'est des écoles chères, et les gens, quand tu fais le ménage, tu nettoies, les gens ils te regardent un peu comme c'est vrai. Tu vois, comme un peu comme voilà, c'est comme tu vas regarder un éboueur ou tous ces métiers dits des gens qui sont de la ils disent que ces gens en gros qui sont entre guillemets de la basse-cour. Exactement. En vrai de vrai, s'il y a pas ces personnes-là, on l'a vu, hein. Exactement. Il y a eu une grève justement des éboueurs, on a vu tout de suite la différence. Exactement. Et on voit leur utilité, parce que la propreté, on sait très bien que voilà, pour le bien-être d'un être humain tout simplement, d'avoir une ville propre, d'avoir un espace propre, parce que même les gens qui t'ont peut-être pris de haut, si justement les salles, tout ce que tu nettoyais entre guillemets les salles de danse et tout, si entre guillemets on laissait toutes les merdes, bah les gens ils pourraient pas prendre leurs cours et être exactement. Donc du coup moi j'avais les cours gratuits parce que je faisais le ménage, et j'ai ma grande sœur Nina qui tous les matins me mettait un petit billet dans ma poche pour que je puisse manger. Elle m'a beaucoup aidé à ce moment-là, parce que c'est elle qui a pris le relais sur ma mère quelque part, tu vois, pendant qu'on était aux Ulysses et tout ça. Et c'est vrai que, et puis j'ai eu une prof de danse que j'ai toujours appelée ma mère blanche, qui nous a quittés maintenant il y a 3-4 ans, et qui s'appelle Lucienne Delance, et qui était ma prof de danse classique, et elle, parce que tu sais, quand on faisait, moi j'étais pas souple, j'étais raide et tout ça, et elle nous faisait faire des exercices pour la souplesse et tout ça, et je me rappelle, on se mettait derrière la barre, les pieds en grenouille, elle se mettait sur la barre et elle montait sur les genoux comme ça pour que ça descende pour trop, et elle faisait le tour de tous les élèves dans la classe, et tu voyais tous les élèves qui étaient j'étais en train de hurler, en train de se transpirer. Ah, Lucienne, non, Lulu. Et moi, dès qu'elle arrivait sur moi, elle montait comme ça, et puis moi je la regardais comme ça. Elle me regarde, et puis je me rappellerai toujours, hein, elle m'a dit, toi Bruno, t'es pas souple, mais elle m'a dit, quelle force que tu as. Et je sais pas, il y a eu un coup de cœur affectif, quoi, parce qu'elle m'a pris en main, et à chaque fois elle était là, benga, benga, benga. Et puis j'avais une autre prof aussi, Françoise Raquin en jazz, et quand je faisais les cours, j'étais tout le temps derrière, j'osais pas, tu sais, parce que avec toute l'enfance que j'ai eue, en fait, j'osais pas me mettre en avant et tout ça. J'étais toujours avec ce truc en disant non, je suis de la merde, non, je suis pas bien et tout ça. Et cette prof, Françoise Raquin, une fois, elle a eu une idée et elle m'a dit, t'écoutes quoi comme musique, Bruno? Je dis, oh, bah, écoute, moi, j'écoute du jazz rock, tu vois, jazz funk et tout ça. Elle me dit, tu pourrais me faire à l'époque, c'était des cassettes, des musiques que t'écoutes et tout. Je dis, ouais. Ok, et puis j'amène, et puis je me rappelle quand on revient, faut reprendre un cours de jazz et tout ça, et elle met la musique pour l'échauffement, et elle met des musiques que moi j'ai fait écouter, quoi. Et là, je l'ai regardée, elle m'a regardé, et j'ai senti qu'elle avait un petit comme ça dans les yeux, parce que elle était très intelligente du cœur, quoi. Et après, même pour les enchaînements, pour les trucs, elle mettait toutes les musiques que je kiffais en boîte et tout ça. Et du coup, du fond, j'ai commencé à avancer. Je commençais à devenir meilleur. Je commençais à prendre de l'assurance. Et à chaque fois qu'elle me disait, ouais, super bien, Bruno, je me remettais dans ma coquille. Et puis après, j'ai continué. Et après, j'étais devant.
Et je suis devenu un des meilleurs élèves de la classe. J'ai eu un prix espoir de la danse 86-87 remis par Sylvie Vartan. Et ça, elle a changé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je dis c'est très important, même dans l'art quel qu'il soit, c'est que le vrai talent, la vraie connexion avec l'être humain, c'est de savoir le trouver dans l'autre, quoi. C'est d'aller chercher dans le cœur de l'autre, quel que soit le milieu d'où tu viens. Tu peux avoir une cuillère en or dans la bouche ou tu peux venir d'en bas, mais parce que nous, quand on arrive, voilà, on n'a pas demandé à être là, on arrive et après l'essentiel, c'est de pas regarder ce que l'autre a, c'est de se connecter avec cette espèce de profondeur, d'authenticité qu'on a, tu vois, et de faire en sorte d'évoluer avec tout ça. Et franchement, pour moi, ça a été le déclic, l'ouverture sur un commencement de guérison personnelle. Oui, quoi. c'est forcément, mais c'est pour ça que des fois on dit qu'on choisit pas sa famille, parce que il y a des personnes des fois qu'on va croiser, ils vont rester soit de manière très courte ou très longue dans nos vies, mais ils ont tendance des fois à nous réconcilier avec des choses, et c'est important en fait d'avoir des gens comme ça en fait qui existent. Heureusement qu'il y a ces gens-là. Oui, parce mais que elle a quand même su trouver, malgré toutes les failles qu'il y a eu dans ton enfance, elle a quand même su trouver l'astuce pour pouvoir justement t'amener à devenir une meilleure personne et surtout te faire comprendre que Bruno, t'as de la valeur. Exactement. T'es pas une sous-mère comme tu le crois. C'est-à-dire que t'as de la valeur. Et je pense que elle a dû voir le talent. Elle a dû voir que t'avais un talent. Et elle a juste cassé, à mon avis, la tête pour trouver la manière de comment te valoriser, de faire comprendre que t'avais de la valeur. Et je trouve ça impressionnant. Et c'est énorme. Et c'est énorme parce que, et je te jure, ça, c'est un truc qui me restera toute ma vie parce que, justement, et je me suis dit que c'est là. Parce que c'est même dans la vie de tous les jours. Des fois, c'est comme, tu sais, des fois, tu vas rencontrer des gens et puis, ils vont te parler d'autres gens et puis ils vont te dire, ah ouais, non, moi, je le connais, cette personne et tout, franchement, faut pas la fréquenter, hein. C'est quelqu'un de pas bien, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Et au début, ça vient de gens que tu connais plus ou moins, tu vois, tu te dis, ah, ok, et puis tu fais attention, et puis tu sais, moi, je crois à la magie de la vie, et il s'avère que des fois, ces gens qu'on te dit de pas rencontrer, il y a un moment donné, tu vas les rencontrer dans ta vie. Et puis tu discutes avec eux, il y a une connexion, et tu te rends compte, c'est carrément l'inverse de tout ce qu'on a pu te dire, tu vois, et tu te rends compte que tu as affaire à des gens, non, qui ont une profondeur, qui ont une certaine authenticité et tout ça, mais moi je pense que ceux qui dénigrent les autres, peut-être que c'est eux qui ont ce problème envers eux, et du coup, comme ces gens, ils ont cette profondeur et cette authenticité, forcément, ils peuvent pas se connecter, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cracher sur l'autre parce que toi t'arrives pas à te mettre à son niveau. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est là le problème de l'être humain, c'est qu'il y a un moment donné, il y a des décalages au niveau du truc. Après, c'est pas grave d'avoir un décalage. C'est sûr. Mais moi, je sais que s'il y a quelqu'un qui est là, moi, je vais pas rester en bas dans ma médisance et tout ça. Moi, je vais dire, ah non, putain, mais moi, j'adore. Moi, j'ai vraiment envie d'arriver là pour être en connexion avec lui, pour essayer de le connaître et de savoir, tu vois, et puis de me dire, ah putain, ouais, et c'est chouette. Et puis après, cette personne qui est là, elle t'emmène là, et puis elle t'emmène là, et tu vois, c'est que ça, c'est une échelle de valeur humaine qui est super intéressante à gravir, je trouve. Mais de toute façon, on le voit, c'est généralement les gens qui sont comme ça, c'est des personnes entre guillemets qui n'acceptent pas la différence. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, en fait, il y a des gens qui pensent que dans la vie, il y a qu'une seule vision. Il y a qu'une seule manière de voir les choses. Et quand ils tombent sur une personne qui voit la vie ou qui ont une vision totalement différente, ils se disent, ah ouais, non, cette personne-là, elle est bizarre, ou c'est ce qu'on voit généralement dans les classes, hein. Dès qu'il y a une personne qui est un peu étrange, on se dit, ah ouais, lui, il est bizarre et dans son coin, il est pas comme nous. Et généralement, en fait, non, c'est des fois ces gens-là différents qui, des fois, changent les choses dans le monde, ou même des fois nous apportent une autre visibilité, tout simplement, en fait. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui sont limités en termes de pensée, et il y en a qui ont cette ouverture d'esprit et qui vont, entre guillemets, aller chercher à être connectés, enfin, aller chercher une connexion avec tout le monde. Et ceux qui se limitent, généralement, c'est ces personnes-là. Oui, mais après, c'est pas parce que à un moment donné, t'es limité en pensée, ça veut pas dire que tu dois rester là-dessus. Ah oui, si tu tiens vraiment à grandir, à gravir dans la vie, à t'en sortir, rien ne tient qu'à toi de te donner les moyens de te dire, ok, putain, ok, j'y arrive pas, au lieu de te diminuer, te dire, mais non, je suis capable, vas-y, même si t'as des lacunes, bah, les lacunes, elles peuvent être comblées, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Parce qu'on dit toujours, dans une fissure, il y a toujours de la lumière qui passe. C'est vrai. Tu vois? Et après cette évolution où justement, voilà, t'as commencé à faire un gros travail sur toi, t'as commencé à reprendre confiance en toi, t'as été de l'avant. Je sais que la danse,
après ce prix, je sais que ça t'a amené à travailler avec le monde de la télévision, avec t'as pu aussi chorégraphier des clips. Ouais, des Voilà, je sais clips, que des t'as émissions fait de énormément télé. de choses, ouais. J'ai fait beaucoup d'émissions de télé, des défilés dansés. J'ai fait travailler énormément de gens, tu vois, parce qu'après, voilà, je suis devenu chorégraphe, donc j'ai évolué dans plein dans plein d'émissions de télé. J'ai travaillé un peu dans toute l'Europe et tout ça, faire des défilés dansés. Donc, je faisais travailler beaucoup de gens à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'émissions de télé. Maintenant, c'est plutôt des téléréalités. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, ce qui est dommage, parce que je trouve qu'on voilà, on nivelle vraiment les gens par le bas, quoi. Je trouve ça dommage, quoi. Parce que quand je vois des jeunes qui s'identifient, il y a des gens qui parlent de baisse, de cul, de machin, avec des grossièretés à la télé. Bah, après, on dit chacun doit vivre avec son époque, mais je trouve ça un petit peu dommage, quoi, parce que du coup, quand tu fais des écoles de théâtre et qu'on te fait bosser des textes, des classiques, et puis que après tu te retrouves à rencontrer des gens qui sont juste obnubilés par un star system entre guillemets, de la poudre à l'œil, à des choses qui sont complètement superficielles. Je trouve ça dangereux, quoi. Mais c'est intéressant que tu parles de théâtre parce que je sais qu'à travers ton parcours de danseur, il y a une expérience qui t'a justement, qui est liée à la danse, qui t'a amené justement à te lancer dans le théâtre. Oui. Tu rencontres une personne qui s'appelle Dominique Virio, si je me trompe Exactement. pas. Et c'est là, si je me trompe pas, tu devais chorégraphier. Non, en fait, je devais mettre en scène un texte. Il m'a dit de choisir le texte. Et en fait, il y avait une danseuse qui s'appelait Maudé Wang à l'époque, maintenant qu'elle est maman et qui continue. Et elle m'a dit, elle était venue me voir. Elle m'a dit, oui, il y a Dominique Virio. Il m'a demandé, est-ce que tu pourrais me mettre en scène? C'est pour un examen, pour le cours de théâtre. Je dis ouais, si tu veux, pas de problème. En plus, moi, ça m'excitait et je trouvais ça nouveau pour moi parce que voilà, comme je faisais des mises en scène pour des chorégraphies, j'ai dit ok, pourquoi pas. Donc je l'ai fait bosser un texte. Je crois que c'était La poupée aux morts d'Ibsen, un truc comme ça. Je crois que voilà. Donc on a travaillé. J'ai mis une petite musique. J'ai travaillé. Moi, ce que je ressentais en tant que chorégraphe, quoi. Et là, je faisais travailler un texte et arrivé. Donc j'ai été convié ce jour d'examen et tout ça. Et puis ça fait un carton. Les gens ils pleurait, elle a cartonné, et Dominique, il m'a dit, bon Bruno, tu t'inscris quand? J'ai dit demain. En fait, ça a amené que, voilà, et puis moi, comme j'aime bien relever un challenge, tu vois, j'ai dit bon, bah voilà, alors, je me suis chié dessus, hein, mais parce qu'à chaque fois que je dois relever un truc nouveau, je dis ouais, je suis capable. Mais des fois, j'endors pas la nuit. Moi, tu sais que la veille d'un tournage, je dors pas la nuit. Là, à chaque fois que je vais démarrer quelque chose de nouveau, j'endors pas la veille. J'arrive avec, mais c'est pas un truc d'angoisse, un truc où je me sens pas capable. C'est l'envie de bien faire, je pense, tu vois. Et du coup, ça m'amène dans une anxiété, dans quelque chose. Mais une fois qu'après j'ai dit les 2-3 premiers mots, que j'ai passé le premier jour, après, tu vois, ça roule, quoi. Et du coup, voilà, j'ai fait une formation pendant 3 ans. Et je pense que c'est à cette époque-là que j'ai commencé à faire ma psychothérapie aussi, parce que du coup, moi, quand j'étais chorégraphe, en fait, bon, j'étais danseur, j'ai dansé pour plein d'émissions, mais quand j'étais chorégraphe, je me suis mis en retrait et j'étais derrière, quoi. Donc, je mettais tout le temps les autres en avant. Et là, au cours de théâtre, je me suis revu être devant et jouer des scènes. Et là, être jugé par un prof et à chaque fois, il dit non, t'es pas ça et tout ça. Et bouf! Et tu sais, il y a quelque chose qui remontait de toutes ces brimades que j'avais d'enfants, quoi. D'enfants battus, blessés, humiliés. Et j'ai commencé à retomber dans quelque chose de fragile, de fragile et tout ça. Et puis il y a des textes qui étaient un peu dramatiques. Et du coup, j'osais pas complètement me livrer parce que j'avais peur de livrer mon histoire personnelle. J'avais l'impression que j'allais raconter quelque chose de moi, quoi, tu vois. Et le jour où j'ai réussi déjà, j'ai fait une psychothérapie pendant 2-3 ans. Je pense que c'est à cette période pour savoir justement où ça en était, parce qu'en même temps, il y avait ça. J'essayais de régler les trucs avec ma mère et tout ça. Enfin, tu vois, dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que après, même les histoires d'amour, quand t'es dans quelque chose où t'es pas bien toi personnellement, bah forcément,
les histoires d'amour, elles durent pas vraiment, ou quand elles durent, il y a toujours quelque chose qui fait que ça capote, parce que c'est pas du fait que ça aurait pas pu continuer, mais je pense que j'avais besoin de comprendre certaines choses par rapport à moi-même, quoi, tu vois, et j'en ai conscience maintenant. Et du coup, quand j'ai fait cette psychothérapie pendant 3 ans, ça m'a aidé à comprendre, à aller chercher l'enfant en moi, à comprendre pourquoi j'avais certaines réactions, et puis à pardonner, quoi, surtout à pardonner, à se pardonner soi-même, et à pardonner aussi aux personnes qui t'ont fait du mal. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi-même, je me rappelle à l'époque, même quand je me démerdais, j'avais une copine à l'époque, et je me démerdais pour gagner 2 francs 6 sous et tout ça, tu sais. Et puis arrivé Noël, j'avais acheté un cadeau une fois, et puis elle me regarde, elle fait ouais, regarde le cadeau, tu sais, j'ai acheté un parfum, c'était pas le truc super luxueux. Bien sûr. Et puis elle m'avait sorti, le jour où tu vas me calmer, c'est quand tu me ramèneras quelque chose de cher et tout ça. Alors ça avait été le début de la fin, hein. Enfin, je te le dis tout de suite, parce que moi tu me sors un truc comme ça, je fais bon, pour moi c'est pas ma conception de l'amour. Bien sûr. Et du coup, tu rentres dans des choses comme ça où t'es reconfronté en fait à pas mal de choses. Donc voilà, j'ai fait cette psychothérapie qui m'a beaucoup aidé en tant qu'homme. Hein. Et ça, c'était en parallèle de quand tu faisais tes cours de théâtre. Oui, Voilà. Cours de théâtre. Ce qui est bien, ce qui est impressionnant, c'est que les cours de théâtre pour la prise de confiance en soi, c'est quelque chose qui fonctionne, et c'est même plus que. Et en fait, ce qui est beau, c'est que tu as fait les deux en même temps. Oui. Donc je pense qu'après, à mon avis, après la formation plus la thérapie, je pense qu'après ça, plus personne pouvait t'arrêter. Pas complètement, parce que t'as beau faire ça, il y a quand même des choses qui sont encore là, qui sont encore présentes. Et je sais que là où j'ai réussi à dépasser un cap, c'est le jour, je sais pas si c'est Dominique qui m'avait sorti, il m'a dit, tu sais Bruno, ou non, je crois que c'est Michel Galabru, et parce que ça a été mon mentor de théâtre, j'ai pris des cours avec lui pendant 1 an après, et il m'avait pour qui t'as énormément d'affection. C'est un monsieur qui reste gravé dans mon cœur, parce que ça a été mon mentor, c'est devenu mon ami. C'est quelqu'un qui m'a énormément apporté, parce que quand on commençait à travailler des textes classiques et tout, avec les alexandrins et tout ça, moi je galérais un peu et tout ça. Puis lui, il a été intelligent aussi, c'est que il m'a dit Bruno, il fait lâche le texte, Bruno, lâche le texte. Maintenant tu le texte là, dis-le avec tes mots à toi. Alors j'ai dit ok, et du coup tu dis le texte, t'improvises, mais avec toi comment tu le dirais quoi. Et une fois que il m'avait fait rentrer dans le truc et tout ça, il me dit maintenant reprends le texte. Et quand je reprenais le texte, boum, j'étais pile poil dedans et tout ça. Tu comprends ce que je veux dire, d'où l'importance encore, où t'as des gens comme ça qui ont des trucs pour au lieu de comme certains, ouais putain c'est de la merde ce que tu fais. Et moi dès que j'entendais ça, je me mettais dans ma coquille, parce que ça m'a ramené à tout ce que j'ai entendu toute mon enfance et tout. Et t'as d'autres gens comme ça qui ont ce truc magique, qui vont te sortir le mot, le truc, qui vont te donner le truc pour un déblocage. Et moi, après, ça m'a aidé après, parce que après, il m'a dit, tu sais, Bruno, aussi, quand t'es interprète, des gens vont t'écouter. Tu vas raconter l'histoire de quelqu'un, ou un texte, ou ce que tu veux. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Ils vont dire, putain, quel bel interprète tu es, tout ça. Mais ils sauront jamais ce que t'as mis dedans. Donc il m'a dit, donc n'aie pas peur d'aller chercher à l'intérieur et tout ça, ton émotionnel, n'aie pas peur, parce qu'il y a que toi qui sais ce que tu mets dedans, tu vois, parce que tu as l'impression que les autres en face, ils ont l'impression de te voir, de comprendre, de savoir toute ton histoire, et il m'a dit non. Et du coup, ce qui est bien, c'est que et ça m'a beaucoup aidé, parce que quand il m'a dit ça, en fait, ça m'a aidé moi à aller chercher et lâcher des choses justement dans mon interprétation et tout ça. Ça m'a aidé aussi quand j'ai été chorégraphe, parce que je me rappelle, je devais faire une chorégraphie pour une actrice, et c'était un truc un peu sensuel et tout ça, et elle avait du mal avec son corps et tout ça, et j'ai arrêté la répétition. Je lui ai dit viens, on s'assoit. Et puis, on a parlé comme je te parle. Et puis, on a parlé de la vie. Je lui ai parlé de moi. Je lui ai parlé de mes blocages. Je lui ai parlé de tout ce qu'on est en train de parler. Je lui ai parlé de tout ça pour lui montrer que j'étais pas plus haut qu'elle. J'étais pas non plus en dessous, mais j'étais à son niveau. Même si moi, j'avais ce boulot à faire, mais je lui ai montré que elle avait une importance et tout ça. Et du coup,
On a parlé pendant au moins 1 heure, hein, je te jure. Hein. Et je dis bon, ben on reprend la répétition. J'ai remis la musique. C'était tout, c'est ouais. Elle s'est ouverte, elle a lâché les trucs. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends totalement. D'où l'importance de chaque personne. On a tous un parcours, mais d'où l'importance d'être humain, de comprendre, de chercher. Moi, des fois, il y a des gens, ils me parlent pas. Parce que mon prof, il me disait aussi, Bruno, il me dit, apprends à observer dans la vie, dans le métro, partout où tu es, observe, regarde. Il devine ce que les gens, peut-être, en fonction de comment ils rigolent, comment ils regardent, comment ils de comprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont pas la veille, quelle soirée ils ont pu passer, tout ça. Essaye de deviner, tu vois, et du coup, tu développes comme ça une espèce de sensibilité créative qui, moi, à la suite, m'ont aidé parce que j'écris des textes, des poèmes, j'écris pas mal de choses et du coup, ça m'a aidé à développer pas mal de choses. Et puis que même ce côté animal en tant qu'acteur, justement, de pas se laisser enfermer dans quelque chose d'académique, de trop académique et que des fois des blessures et tout ça, faut pouvoir s'en servir, faut pouvoir au contraire. Et moi, des fois, je dis aux gens, non, ne gomme pas, garde, c'est ça qui va t'aider et tout ça. C'est bien, ok, tu vas apprendre la technique et tout ça, mais après, quand tu as des fragilités ou que tu as des trucs, ça peut être ta force pour demain. C'est super important, en fait. Après cette belle prise de confiance, tu as enchaîné énormément de classiques. Et moi, il y a quelque chose qui m'a touché parce que j'ai vu que tu as même fait la version française de Ma Commère Alfred. Ouais, exactement. Moi, j'ai vu que la version en créole. Ouais. J'ai pas vu la version française. Ben voilà, et Jean-Pierre Sturne. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, après ça, t'as enchaîné, t'as une vraie prise de confiance en toi. Ouais, parce que et du coup, Jean-Pierre Sturne, il faisait un casting pour Ma Commère Alfred, et puis et voilà, j'ai pris le truc, et puis j'ai été pris parce que sa pièce en créole, ça a cartonné, ça a fait un carton et tout ça. C'était trop. Et du coup, bah, j'ai joué cette pièce en créole, et puis après j'ai bossé avec Nicolas Briançon. Après, j'ai vu que t'as même fait aussi un court-métrage. Donc ton court-métrage, Le Service. Ouais, voilà, oui, bah. Il a gagné un prix au Cinestar. Il a gagné un prix au Cinestar. On a gagné 48 prix à travers la planète. Et il a été acheté par Guadeloupe Première. Et en fait, ce court-métrage, c'est le premier que j'ai fait, qui a été écrit par Marilyn Mailleux. Mais en fait, j'ai voulu réaliser ce premier court-métrage parce qu'en fait je voulais réaliser, tu vois, parce que quand tu tournes avec beaucoup de gens et tout ça, et puis que moi je suis quelqu'un de très curieux, c'est-à-dire que moi là, une fois que j'ai fini ma scène, et même quand c'est pas ma scène, je vais voir le chef op, je vais voir l'ingé son, je vais voir l'électro, le chef électro, je vais voir tous les postes et je suis là et je demande des questions, je pose des questions et en fait je me nourris, tu vois, parce que justement je sentais que j'avais ce besoin de raconter des histoires, de dire quelque chose, mais je me sentais pas encore légitime. Et puis il y a un moment donné, j'ai eu un déclic, j'ai dit, je voyais tout le monde faire des cours, tout ça, et je me suis dit, bon, allez, lance-toi, Bruno. Après tout, pourquoi pas, tu vois. Et du coup, Marilyn, qui était une amie, parce que j'avais tourné dans un cours, j'ai dit, t'as écrit quoi comme cours? Et puis elle m'a envoyé plusieurs courts-métrages, et il y avait Le Service. Et il s'avère que Le Service, c'est une histoire qui m'est arrivée dans la vie, dans le sens où j'ai une amie qui m'avait demandé de lui rendre ce service. Et bon, la fin, moi, du coup, j'ai dit non par rapport à la fin, parce que par rapport à cette femme qui avait ce désir d'avoir un enfant et qui pouvait pas en avoir un enfant parce que soit c'était son mari qui avait des problèmes avec les spermatozoïdes, ou soit c'était elle qui était fertile et tout ça. Mais le problème, c'est que dans cette histoire, ce qui m'a plu, c'est que c'était une espèce de double peine pour la femme, dans le sens où déjà, elle pouvait pas avoir d'enfant, et en plus, elle était avec son copain africain, qui lui disait que, écoute, c'est la volonté d'Allah, si on peut pas avoir d'enfant, donc lui, il voulait pas qu'elle passe par tout ce qui était truc in vitro et tout ça, tu vois, parce que lui, fallait que ça soit quelque chose de naturel. Et du coup, j'ai eu envie de raconter cette histoire parce que je trouve que par rapport à justement, parce que il y a cette amie qui m'avait demandé, parce qu'elle était mariée avec un Africain et elle pouvait pas avoir d'enfant parce que les spermatozoïdes de son mari étaient fatigués et pouvaient pas, quoi. Et il voulait pas qu'elle passe par tout ça, donc elle m'avait demandé et moi tu sais, moi j'adore rendre service et tout ça, mais moi j'ai pas pu parce que je me suis dit qu'après, si je la recroise et que moi, en plus, je rêvais d'avoir une fille et que je vois quelqu'un qui me ressemble, qui est belle comme tout et tout,
je le vivrais mal, quoi, tu vois. Donc voilà, moi j'ai dit non, mais j'ai quand même eu envie de raconter cette histoire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce besoin d'être mères et des fois qui n'y arrivent pas, et des fois elles sont confrontées aussi à ce côté où leur conjoint, leur compagnon, leur mari leur disent non par rapport à un truc de religion ou ou d'ancrage, comment dirais-je, de trucs familial, tu sais, où on t'éduque d'une certaine façon et que voilà, et certains reproduisent ce qu'on leur inculque, et puis il y a d'autres qui disent ok, ça c'est bon, mais après il y a d'autres choses, je pense qui peuvent être améliorées, quoi. T'as fait tes premiers pas dans le cinéma. Ouais. T'as commencé par Un gars, une fille. Ouais, ça a été une expérience de tourner justement à côté de Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Ouais, ça a été les premiers trucs. Je crois que c'était la réal, c'était Isabelle Camus, il me semble. Et je sais que t'as commencé par ça. Après, je sais que t'as fait, t'as eu des rôles dans des longs métrages. Et je crois que le premier film, si je me trompe pas, un des premiers rôles que t'as eu dans long métrage, c'était dans un film que t'as tourné au Cameroun. Cameroun, le film de François Zélong, Waka. Et en fait, c'est parti parce que c'est W.A.K.A. Et ça veut dire Woman Act for Kid Adam. Mais parce qu'il faut savoir, ça c'est le sigle par rapport à cette histoire de cette mère. Parce que Waka, au Camerounais, et tout ça, ça veut dire marcheuse de rue, prostituée en fait. Et elle a fait le sigle parce que cette histoire, c'est l'histoire d'une prostituée qui s'est fait violer et qui est tombée enceinte et qui s'est fait rejeter par toute la famille parce qu'elle voulait garder l'enfant et tout ça. Donc c'est le combat, en fait, c'est l'histoire, le combat d'une mère pour exister, pour pouvoir garder son enfant malgré ce travail de prostituée et tout ça. Donc ça a été le premier film de Françoise Zélong parce que je l'ai connu à un anniversaire, c'est un pote qui m'avait emmené, donc j'avais fait des courts-métrages avec elle et elle m'a dit bon Nono, j'ai mon premier long-métrage qui me tient à cœur et j'ai pas beaucoup de moyens. Elle a même pas fini, j'ai dit je suis avec toi, je viens. Et donc on est parti à Douala, on est parti tourner au Cameroun, et c'est un film qui a cartonné, qui a fait le tour du monde, qu'on a gagné le prix du jury à Khoulibga au Maroc, on a fini au ArcLight Theatre à Hollywood, on est parti, enfin ça a été magique, et ça a été pour moi l'ouverture sur l'Afrique, parce que quand on était à Khoulibga, en fait, c'est un festival de cinéma africain. Et là-bas, il y avait plein de cinéastes, en fait. Et comme on a gagné le prix, il y a plein de cinéastes qui me connaissaient pas. Ils me disent, ah, mais on te connaît pas et tout. Ok, donne-moi ton numéro, donne-moi ta carte. Et après, c'est ce qui t'a poussé à tourner dans énormément de films en Afrique. Ouais. J'ai vu que t'as tourné dans plein de pays. Et ce qui est ouf, en fait, c'est que t'as même dépassé, en fait, le continent. T'as même tourné aux États-Unis. Ouais, en Chine. T'as tourné aussi en Chine avec, Mike Tyson, Steven Seagal. De grandes stars aussi, de Chine. Ouais. Mais quand tu vois justement toute cette évolution par rapport à ton parcours, quand t'as commencé à voyager, que t'as commencé, entre guillemets, à vivre de cette passion, ça a été quoi ton émotion? Mon émotion, c'est que je me dis que je continue à apprendre. Même maintenant, en fait, si tu veux, pour moi, c'est à chaque fois c'est un enrichissement parce que je rencontre d'autres acteurs, je rencontre d'autres réals, je travaille avec plein de gens différents et moi je me nourris de tout ça. En fait, je me crois pas arriver. En fait, pour moi, ça fait partie d'une expérience. Mais demain, je suis convoqué, je suis pris sur un autre tournage, je vais autant de me chier dessus la veille et pas dormir, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que moi je me crois pas arriver, loin de là, parce que moi je trouve ce qui est beau, c'est dans ce métier, c'est ce partage d'émotions où on peut aller loin quelque part dans le partage, dans l'histoire. Et parce que pour moi, un film, c'est pas une personne, c'est toute une équipe. Ça peut aller de celle qui va faire le ménage, te donner à manger et te nourrir. Pour moi, j'ai jamais voulu qu'on me mette sur un trop grand piédestal sur un tournage parce que ça me met mal à l'aise. Tu comprends? Moi, parce que quand j'arrive sur un tournage, j'ai envie je rencontre les gens, des fois, il y en a, je déconne avec eux, il y en a, il me regarde, il me fait, oh, putain, on savait pas que t'étais comme ça. Je dis, mais tu me voyais comment? Ouais, parce qu'on nous a dit que t'étais capricieux et tout ça. Je dis, non, je suis pas capricieux, je suis professionnel. Je dis, maintenant, moi, quand il y a quelque chose qui va pas, ou il y a un truc, j'estime que ça va pas, je le dis. Mais maintenant, c'est pas une attaque sur l'homme ou sur la personne. Là, on est dans un cadre professionnel. Et moi, c'est pour faire en sorte qu'il y ait certaines choses qui se représentent pas, parce que c'est
c'est pas normal quand t'es acteur principal sur un long métrage et qu'on te donne un pick-up, on dit à 5 heures du mat. Moi, je me lève toujours 2 heures avant pour prendre mon petit déj, prendre ma douche, me préparer, revoir mon texte pour arriver, me faire maquiller, tout ça. Mais quand t'arrives 2-3 fois, t'es le premier, il y a même pas les techniciens, il y a pas les maquilleurs et tout ça. T'acceptes une fois, t'acceptes 2 fois, t'acceptes 3 fois, et puis à un moment donné, tu pousses une gueulante. Et tu dis, moi, je bouge plus de ma chambre tant que les gens ne sont pas en place. Si ça, c'est être capricieux, non. Et puis même, je trouve que, moi, c'est être professionnel, parce que même pour une prod qui engage de l'argent sur des tournages, moi, je trouve que ça ferait plus chier un producteur de savoir que tu donnes de l'argent et que ton tournage, il démarre, je sais plus combien en retard parce que les gens n'arrivent pas, parce que ceci, parce que cela, quoi, tu vois. Et il y a même une fois, on m'a dit, parce que tu sais, moi, tous les matins, je prends des citrons pressés, chauds. Et quand j'étais en Afrique, quand je suis venu, j'ai amené plein de citrons. Et quand je suis arrivé en Afrique, j'avais plus de citrons. J'ai pris mes per diem, j'ai donné de l'argent pour qu'on aille me chercher des citrons. Et ben, figure-toi que l'autre fois, je sais plus, j'avais été, on m'a dit, ouais, Bruno, pareil, t'as fait des caprices, ils ont affrété un avion pour te faire venir des citrons de francs. J'ai fait quoi? Ah, j'ai rigolé. Ça va loin. J'ai dit, mais ça va loin. J'ai dit, mais je suis qui, moi, pour oser demander quand je suis qui? Je dis, non, c'est faux. J'ai dit, moi, mes citrons, je me les paye moi. Tu vois, comme sur des tournages, des fois, il y a eu des trucs, j'achète à manger, enfin, voilà. Les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Mais ça fait mal, si tu veux. Parce que tu sais, quand tu commences à avoir une certaine notoriété, à prendre un certain truc, bah forcément tu suscites la jalousie et tout ça. Alors que ça, malheureusement, c'est un truc qu'on peut pas éviter. On peut pas éviter, mais ce qui est dommage, parce que moi, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je suis quelqu'un qui partage. Je partage les informations. Quand j'ai un truc qui est pas pour moi, je partage. J'ai emmené des frères du Cameroun, du Congo, sur des projets avec moi parce que je les trouvais bons. Je parle d'eux, que ça soit des DOP, je mets en avant, je mets tout le monde en avant et j'essaye pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. Voilà, on fait des films ensemble. Je suis pas là pour prendre la place de qui que ce soit. Et maintenant, si, parce que je vais te dire quelque chose, ça affecte ton ego, parce que tu veux pas entendre certaines choses, c'est ton problème. Parce que moi, je suis pas en train d'attaquer l'homme. On parle d'un truc, on est pro, on est professionnel. Et donc, pour que un film, pour un tournage se passe bien, pour qu'on soit dans des bonnes conditions, pour que les choses se passent bien, eh ben voilà, on dit les choses. Et si je dois être le porte-parole de quelqu'un ou d'une situation conflictuelle pour qu'on puisse avancer, que ça puisse évoluer, pour que ça se passe bien, pour qu'à la finalité, c'est pas la star c'est le film, pour que tout le monde soit content, pour que le film, on dise, ah, voilà, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, maintenant, s'il y a des mauvaises langues qui vont dire ça, je trouve ça dommage. Mais tu sais, au début, ça m'affectait. Maintenant, je m'en bats les... Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous maintenant. Parce que j'ai pris du recul et de la distance par rapport à tout ça. Et si les gens, ils veulent pas prendre juste le temps de me connaître parce que ils ont entendu ça, parce qu'on a dit ça, parce que ceci, parce que ça, on dit Bruno, t'es trop cher, ou t'es trop capricieux, t'es trop machin. Je m'en fous. De toute façon, c'est quelque chose qui est totalement inévitable et surtout dans ce milieu, dans l'art, dans tous les domaines possibles, la jalousie, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et c'est quelque chose qui sortira pas. Mais dans ce que tu dis que t'aimes pas justement qu'on te mette sur un piédestal, mais il y a quelque chose que tu pratiques depuis plusieurs années qui est justement le doublage, l'univers du doublage. Ouais. Voilà, je sais que comme t'as dit, t'aimes pas qu'on te mette en avant, mais en France, t'es une référence parce que t'as quand même fait rêver énormément de personnes, surtout par rapport à un acteur que tu doubles, qui est un acteur que énormément de personnes apprécient à l'international, qui est Tyrese. Ouais, Tyrese Gibson, Tyrese. Et en fait, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que le premier rôle qu'on te propose en tant que doublage de voix, c'est le rôle de Tyrese dans le film, justement, pour le film Baby Boy. C'est ça, le film de John Singleton. Et en plus, c'est marrant, c'est que moi, je suis arrivé dans le doublage, tu vois, c'est-à-dire que quand j'ai arrêté le milieu de la danse, de la chorégraphie et tout ça, parce que en fait, il y avait quelque chose qui était malsain, qui me plaisait plus, et je trouvais un milieu qui était... Du coup, j'ai arrêté, tu vois, et j'ai commencé à galérer parce que j'avais plus de boulot et tout ça, donc j'ai arrêté. Et puis j'ai un pote qui m'a appelé, qui m'a dit, Bruno, ils font une mise en scène à l'Opéra Bastille, Attila, et tout ça. Je me pointe, j'arrive, et j'avais fait mes cours de théâtre et tout ça, hein, mais et j'arrive, on dit, bon, Bruno Henry, oui, déjà il arrive, il dit les noirs d'un côté, les blancs de l'autre. Je fais ok. Quand même. Ouais. Après on dit bon, Bruno Henry, oui, tu seras figurant remplaçant. Et là je fais ok. Et là je me rappelle, je me suis collé contre un mur et les larmes elles ont commencé à couler.
Et je me suis dit, au fond de moi-même, je me suis dit, Bruno, tu vaux mieux que ça, quoi. Tu n'as pas à te retrouver figurant remplaçant, quoi. Et du coup, j'avais signé mon contrat. J'étais voir mon ami qui m'avait branché sur le plan. Je dis, écoute, je suis pas à ma place. J'estime que je vaux mieux que ça. Tu vois? Et c'est pas un truc où je me mets, c'est juste que j'ai dit, donc j'ai été rétracter mon contrat. Et le lendemain, j'ai commencé à traîner sur les plateaux de doublage voix. Et j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont branché avec des gens, j'ai fait des petits essais et j'ai fait des essais pour Tyrese, c'était pour Baby Boy. Et puis j'y vais comme ça, tu sais moi, comme j'étais jamais mon côté brut et tout ça, et il me regarde comme ça, je crois que c'était Jean-Louis Montagnier à l'époque, et il me regarde, il fait écoute, pour moi t'es le rôle, mais les clients ils te connaissent pas et tout ça, écoute on te rappelle. 2 jours après, j'étais dans un bus, mon téléphone il sonne. Il dit bon Bruno, c'est toi qui as été pris. J'ai poussé un cri et là, je me suis retrouvé le premier jour déjà de la veille, j'ai pratiquement pas dormi. Je suis arrivé, j'étais comme ça et je me suis retrouvé à côté de Marie-Christine Nara, qui fait la voix de Whoopi Goldberg entre autres et tout ça. Il y avait Jean-Michel Martial qui faisait un autre rôle. Enfin, je me suis retrouvé avec des pointures en doublage voix et ils m'ont pris comme leur petit frère, tu vois, et Maïk, elle était là. Là, tu montes à l'image, là, t'es là. Et puis, des fois, il y avait des longues phrases, je galérais. Elle me dit, parce que t'as pas respiré, tout ça. Et en fait, sur ce film, j'ai eu une formation aussi accélérée, quelque part, où ils m'ont apporté, voilà. Et ça a été le début de mon parcours en doublage voix, voilà. Parce que je sais que t'as doublé aussi pas mal d'acteurs. Ouais. D'autres acteurs que t'as doublé, ouais. Ouais, comme Jaimon Hunsu, Terrence Howard, Glenn Plumer, Jimmy Jean-Louis aussi. Et puis plein d'autres, quoi, plein d'autres, quoi. Et ça a été le début, et voilà, et comme quoi, tu vois, j'étais content de m'être écouté et de pas être resté dans ce truc de figurant remplaçant, tu vois. Comme quoi, des fois, tu dis, tu vas galérer parce que j'aurais pu avoir un boulot tout de suite, un machin, mais j'ai pris le risque de m'écouter et de me dire non, je vaux mieux que ça. Et tu vois, et c'est le début aussi d'un travail, de se dire je vaux mieux que ça. C'est pas un truc où je me mettais au niveau je me mets au niveau d'un figurant ou tout ça. C'est juste que j'ai pas fait toutes ces formations, j'ai pas fait tout ce truc, ce parcours chorégraphique de danse où j'ai trimé, j'ai galéré et que j'ai gagné des prix et puis parce que je voulais m'en sortir pour me retrouver à quelque chose qui me correspondait pas. Et j'ai pris le risque, et ben ça a payé, quoi, tu vois. Ça a payé, quoi. Je sais que depuis peu de temps, enfin quand je dis peu de temps, c'est que ça fait pas de nombreuses années, t'as choisi justement le prénom Galiam. Ouais. Je sais que ça signifie, si je me trompe pas, espérance. Espoir, envie d'apprendre, ouais, sagesse, voilà. Espoir, envie d'apprendre. Pourquoi avoir choisi ce prénom et comment en fait, quelle a été l'expérience pour que tu décides de choisir ce prénom? Alors déjà, c'est pas moi qui ai choisi le prénom parce qu'en fait, c'est ma grande sœur Irène Tassambedo et avec Isa, mais c'est Irène parce que moi je voulais un prénom où il n'y ait pas le nom de Dieu dedans. D'accord. C'est-à-dire que moi, je suis très spirituel, mais je n'ai aucune appartenance. Je suis agnostique, mais je suis très spirituel. Mais je voulais pas, parce que déjà tout petit, catéchisme, j'hurlais, je sais pas pourquoi, je voulais pas y aller. Et quand tu vois tout ce que les religions apportent comme trauma, comme guerre, comme mort et tout ça, moi, j'ai du mal à m'identifier dans tout ça, quoi, en fait, quelque part. Donc, si tu veux, après, je respecte la religion de tout le monde. Je suis pas en train de dire que c'est de la merde. C'est pas ça. Je dis simplement que pour moi, je trouvais pas je trouvais pas ma place dedans, mais je crois en quelque chose de beau, de fort, de noble, mais pour moi tout ça c'est l'amour. C'est l'amour de l'autre, c'est l'amour de celui qui est à côté de toi, de celle qui est à côté de toi. C'est l'amour c'est l'être humain, c'est l'humanité. C'est ça pour moi Dieu. Voilà. Et du coup, elles ont cherché, elles ont trouvé ce prénom Galiam. Et donc, j'ai fait un baptême traditionnel avec le Nahaba, c'est celui qui a des pouvoirs là-bas. Et donc, il y avait un sacrifice de poulet et tout ça. Et puis après, il fait des incantations en morée et tout ça. Après, tu te recueilles et tout ça. Tu bois un verre avec tout le monde. Et puis après, il dit Galiam, bienvenue dans la famille. Et là, t'as toute la famille d'Irène Tassambedo, de Kam Songwan à Ouaga. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Et ils m'ont tous pris chacun dans les bras. Et moi, je pleurais, mais de joie, Oui, parce que ce jour-là, j'ai été rempli. Ça a été un des plus beaux jours de ma vie, parce que ça a été rempli. Et j'avais besoin
Je suis antillais, fier de l'être, mais je suis africain, je suis fier de l'être. Et pour moi, ça va ensemble de toute façon. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, ça va ensemble. Et j'avais besoin de cette reconnexion aussi parce que, tu sais, des fois, sur des productions aux Antilles, quand t'entends dire ouais, Bruno Henry, il est bien, mais il a trop une tête d'Africain. Et puis quand tu fais des interviews où t'entends des gens dire ouais, l'Afrique, ouais, Bruno Henry, ouais, ok, mais c'est pas un vrai Africain. À un moment donné. T'as envie de leur dire, on en est encore là, quoi. On est en 2023. Bah, je veux dire, arrêtez avec tout ça. Mettons-nous ensemble, faisons des projets ensemble, avançons ensemble. Et il y a que comme ça qu'on peut, on peut y arriver, parce que c'est pas normal encore nous les Noirs, avec les Noirs, on est toujours en train de se foutre sur la gueule. C'est pas normal. Faut arrêter avec tout ça. Et moi, j'ai envie de casser tout ça à ma façon, à mon humble petit niveau. Et ben, ce que je fais, c'est pour ça que je partage avec mes frères, que je les branche, que je tourne partout, et voilà. Et je suis fier et je suis honoré de représenter soit l'Afrique, soit les Antilles partout où je vais. Et parce que voilà. Et là, je viens d'écrire mon premier long métrage, et qui est une histoire qui va se tourner aux Antilles. Ça s'appelle Le Chant des Ratières, qui est une partie autobiographique et une partie romancée. Mais je suis fier parce que j'ai eu l'aide à l'écriture. Il y a Canal+ Antilles aussi qui s'est positionné. J'ai déjà trouvé 2 coprods et tout ça. En fait, là, ce qui me manque, c'est mon propre délégué. Donc j'attends. J'en ai contacté 1 ou 2, mais je vais le faire. Je vais le faire, tu vois. Et à chaque fois que j'ai dit quelque chose que j'allais le faire, je l'ai toujours fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ça mettra le temps qu'il faudra. Bon, ça fait déjà 4 ans. J'ai mis 1 an pour l'écrire et tout ça, parce que là, il est dans les mains d'une script docteur, justement, de Françoise Elong, qui est comme une petite sœur, qui est une grande cinéaste, parce qu'elle a fait un master à Londres et tout ça. Et du coup, elle m'a dit, tu vois, elle m'a dit, écoute, Nono, j'ai dit, bon, écoute, pour l'instant, je suis un peu ric-rac financièrement, parce que, tu sais, t'as des hauts et des bas, et voilà. Elle m'a dit, non. Elle dit, je veux même pas entendre parler. Elle m'a dit, t'as été là pour moi, Nono. Je suis là pour toi. Oh, ça m'a, mais tu vois ce que je veux dire? C'est pour te dire que ce que tu sèmes dans la vie, ce que tu donnes et tout ça, un jour ou l'autre, ça te revient sans même que tu t'y attendes, quoi. Et pour moi, c'est ça Dieu, c'est ça la vie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, quoi. Et je crois en tout ça. Et je crois, et c'est dur, tu vois, en ce moment, ce qui se passe en Israël, en Palestine, au Congo, un peu partout sur la planète. Et c'est horrible. Et tu peux pas te dire qu'en 2023, on en est encore là. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte de pas tomber dans cette division dans laquelle on essaye de nous emmener. Il faut pas qu'on tombe dans la haine dans laquelle on essaye de nous emmener. Moi, les gens autour de moi, il y a des Juifs, des Arabes, des Chinois, des Portugais, des Africains. Moi, je suis entouré de tout ça. Tu vois, pour moi, tout ça, c'est ma nourriture humaine. Et c'est ça qui me nourrit. Et j'ai pas envie de changer demain. Et j'ai pas envie de choisir tel ou tel, un tel. Non! Moi, je me sens bien partout avec tous les gens. À partir du moment où il y a de l'humain, du partage et de l'amour entre nous, je vois pas pourquoi j'aurais à choisir. Et je vois pas pourquoi on me demanderait de choisir. Pourquoi? De quel droit ces gens-là vont te demander de choisir? De quel droit? Non. De quel droit? Il n'y a aucun droit. Merci à toi pour tes mots, tes mots qui étaient très très forts. Et merci à toi d'avoir souligné un point, parce que comme je te l'avais dit justement hors caméra, je t'avais dit qu'on avait beaucoup d'histoires qui étaient similaires. Et c'est vrai que le sentiment que tu as eu de quand tu arrives justement aux Antilles, on te dit ouais mais c'est un Africain parce qu'il a une tête d'Africain, donc il n'est pas antillais. Moi, je sais qu'à l'âge de 8 ans, je suis parti aux Antilles. On m'a appelé le négropolitain, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, moi aussi. Et moi, j'ai pas compris ce que ça voulait dire tout de suite, parce que j'avais 8 ans, j'étais innocent, je savais pas ce que ça voulait dire. Et quand j'ai compris le sens, je me suis dit, mais attends, je comprends pas. Quand je suis en France, déjà, on me rappelle que je suis noir et que j'ai rien à faire ici, limite. Quand j'arrive aux Antilles, qui est censé être ma terre, enfin, mon île, on me fait comprendre que je suis un étranger. Et même des fois, quand tu dis, bon, bah, en même temps, on dit que l'homme noir vient d'Afrique, donc tu vas essayer de te rapprocher de l'Afrique. Et même eux te disent, ouais, mais lui, il fait l'Africain, mais c'est un entier. En fait, à un moment donné, tu dis où tu trouves ta place. Et c'est ce qui fait que moi, en tout cas, je pars à titre personnel, c'est ce qui a fait que j'ai mis du temps à m'intéresser à la culture, à l'histoire des Antilles, l'histoire de l'homme noir, du peuple noir tout simplement, parce que justement j'ai été, quand je te parlais de trauma que j'ai vécu étant petit, c'est ça en fait, et c'est ce qui fait que pendant des longues années en fait, je m'intéressais même pas à la culture antillaise, parce que je me suis dit ben en fait moi je suis arrivé là-bas, première fois de ma vie que je mets les pieds là-bas, on me fait comprendre que je suis pas de là-bas. J'ai dit ben à un moment donné je sais pas me positionner, et heureusement que j'ai eu des personnes, que ce soit des Antillais ou des personnes qui viennent des pays d'Afrique, qui ont justement cette intelligence de se dire non en fait on est tous dans le même bateau, faut
qu'on arrête de se diviser, etc. Donc merci vraiment à toi pour ces mots forts. Et non, et puis ce que je voudrais te dire, c'est que le négropolitain, moi c'est quelque chose que j'ai entendu, que j'entends encore, mais tu sais ce que je leur dis aux gens, d'ailleurs je l'ai écrit dans un texte, parce que je vais te parler d'un autre projet que je suis en train de faire, et moi je leur dis, écoutez, oui je suis négropolitain, je suis négro, je suis poli, mais je suis pas teint. Non mais ça a du sens, hein, c'est bon. Et ça a du sens. Et là, je suis en train d'écrire, parce que j'écris, comme je te disais, je suis en train d'écrire des textes, des poèmes, et je suis en train de travailler sur mon premier seul en scène, qui sera un opus musical dans le sens où j'ai un DJ avec moi sur scène qui s'appelle Modsec, qui est déjà un grand peintre. Il fait des peintures, des tableaux qui sont juste magnifiques. Modsec, c'est Patrick Nuper, qui est guadeloupéen d'origine. Et il fait des tableaux magnifiques. Et c'est quelqu'un qui est DJ, qui compose des musiques un peu électroniques, mais qui joue du ka, du djembé, des percus indiennes. Enfin, c'est un mec, tout ce qui touche, c'est voilà, incroyable. Et du coup, il a vu des textes et puis il m'appelle, il me dit Nono, voilà, il a monté un label de musique et tout ça. Et il m'a dit écoute Nono, moi j'aimerais bien qu'on fasse un truc et tout ça. Je dis bah ok, tu vois. Et du coup, là j'écris 5-6 textes, et, on va en écrire 10 et on va composer. Il est en train de me faire les musiques et on va les enregistrer. On va sortir un album. Mais je chante pas, hein, je vais slammer, je vais parler. Et de ça, on va faire ce spectacle sur scène. Voilà, c'est un projet qui est en train de se faire. Honnêtement, on te souhaite vraiment plein de réussite et on espère que ce projet prendra forme parce que il a l'air plus qu'intéressant et je pense que voilà, à travers toutes les expériences que vous allez rassembler là comme ça va forcément donner quelque chose. Oui, et puis tu sais, c'est comme pour revenir à ton histoire de négropolitain et quelque part. Moi, quand je vois la reconnaissance après que parce que quand je vois que les gens qui m'appellent pour des projets, là, on m'a appelé pour des projets en Afrique, je suis sur des projets aux Antilles, j'ai mon projet de long métrage et tout ça, et je me dis que, en fait, maintenant, j'essaie de me servir de tout ça pour créer, quoi. Exactement. Et puis de dire, écoute, tant pis. Ceux qui pensent ça, c'est leur problème. Exactement. Et il y a les autres à côté. Et puis peut-être que les autres, et puis tu sais, des fois, peut-être qu'il y a des gens, ils vont avoir cette forme de pensée, mais il y a un moment donné, quand tu vas amener un truc, ils vont t'écouter, ils vont écouter quelque chose, ou ils vont voir quelque chose. Et si, ne serait-ce qu'un petit truc, ils vont prendre conscience de quelque chose. S'ils arrivent à... Ouais, c'est une réussite. Ouais, c'est une victoire, c'est même une victoire. Tu vois? Bruno, si tu devais justement parler à la personne que tu étais avant, par rapport à toute ton enfance, par rapport à tout ce que tu as traversé, qu'est-ce que le Bruno d'aujourd'hui dirait au Bruno d'avant? Alors, waouh. Je dirais que à l'autre Bruno d'avant, heureusement que le Bruno d'aujourd'hui a connu le Bruno d'avant, parce que c'est peut-être ce qui a permis le Bruno d'avant de faire ce que le Bruno d'aujourd'hui existe. Peut-être que ce que j'ai vécu de traumatisant et de trauma fait peut-être de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est peut-être dur à vivre, à dire, mais en même temps, j'ai envie de dire que je souhaite à aucun enfant de vivre ce que j'ai vécu. Et encore, moi, ça va. Je dis ça va, même si c'est dur, mais il y a pire que moi, quoi. Donc j'ai envie de dire que au Bruno d'avant, qui avait une belle graine et que cette graine, elle a été bien arrosée par les êtres humains qu'il a pu rencontrer et qu'il continue de grandir, d'évoluer. Et puis, pour retrouver le Bruno de maintenant, un peu plus apaisé. Merci à toi, en tout cas, pour ces mots. Merci pour ce que tu as dit. Bruno, c'est vrai que tu es dans le domaine, justement, du doublage. Je sais pas si tu as vu récemment, il y a eu des acteurs de doublage, je sais pas si on appelle ça comme ça, qui, justement, ont fait grève aux États-Unis parce qu'ils veulent, justement, remplacer
Par l'IA, alors. Ils veulent remplacer entre guillemets le doublage par l'intelligence artificielle. Ouais. Toi, c'est quoi ton émotion, ton ressenti par rapport à ça? Et parce que en fait, moi, je me dis que poser la question pour des gens comme nous, bien sûr que ça nous frustre. Et nous, je pense que la majorité des personnes pensent que c'est une idée totalement débile, parce que voilà, ça perd du charme, ça perd énormément de choses. Mais toi, qui es doubleur, c'est quoi ton émotion par rapport à ça? Bah moi, je trouve ça c'est complètement débile, quoi. Tu peux pas remplacer quelque chose d'artificiel par des émotions humaines. Je suis désolé, parce que quand un acteur va tourner dans un film. Après, parce que j'ai énormément de respect pour les gens qui font du doublage voix, parce que c'est de l'acting, contrairement à ce qu'on dit. Et des fois, on caricature les doubleurs français. Je suis désolé, des fois, quand tu écoutes certains acteurs, leur voix en original, et des fois en français, il y en a qui ont su magnifier, qui ont su sublimer, des fois, certaines voix avec des voix françaises, tu vois. Et je trouve que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est débile, parce que tu peux pas remplacer de l'émotionnel par de l'artificiel. Je trouve que ça a pas de sens. En plus, déjà, on est dans une société où il y a énormément de chômage. Il y a énormément de choses qui vont pas. Qu'est-ce que fait l'être humain? Non, il va inventer quelque chose pour mettre encore plus l'être humain dans la merde, pour enlever des postes, pour enlever des trucs qui peuvent être faits que par de l'être humain, par des sentiments, par un cœur qui vit, par des frissons. Tu peux pas remplacer. C'est impossible. Comme maintenant, tu vois des machines dans les centres commerciaux. Tout ils remplacent tout par des machines. Tu vois, et là je me dis mais où est-ce qu'on va? Après on se dit oui, il y a plus de travail, il y a du chômage, il y a pas de ceci, mais ceux qui ont les pognons, qui ont les moyens, au lieu de trouver un truc pour que justement amener de l'emploi, on va créer des machines, encore plus de trucs pour enrichir les plus riches, pour enlever du travail à déjà qu'il y en a pas et du coup enlever, et ils foutent les gens encore un peu plus dans la merde, dans la précarité. C'est ça qu'ils veulent. Donc ils veulent quoi finalement, ceux qui dirigent? Ils veulent quoi? Qu'il y ait une guerre civile, qu'il y ait une rébellion, que tout le monde se foute sur la gueule? C'est ça qu'ils veulent? Moi je trouve pas ça normal. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que là, les gens, ils sont en train de se battre pour que ça n'existe pas, tu vois. Bon, qu'il y ait de la technologie, les mails, les trucs, pouvoir travailler, tout ça. Mais ne nous remplacez pas par des machines, par de l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'on va? Après, demain, on va éradiquer l'homme et puis on va mettre des robots avec des machins, puis c'est eux qui vont procréer et puis on va faire un espèce de... Où est-ce qu'on va? C'est la fin de l'humanité. Faut arrêter avec tout ça. Je trouve qu'il faut arrêter. Quand tu prends des histoires un peu dramatiques et tout ça, où il y a des pleurs, où tu dois mettre quelque chose de sentiment, où tu dois aller vraiment chercher profond à l'intérieur de ton cœur, j'ai du mal à imaginer une machine va reproduire synthétiquement quelque chose. Mais ce truc que tu vois pas, ce truc de l'âme, ce frisson qui va t'apporter un frisson, c'est pas une machine qui peut t'apporter ça. C'est pas une machine qui peut te l'apporter. C'est juste la vibration de ton âme et à travers ton âme et à travers tes tripes et à travers ton cœur, c'est tout ça qui va ressortir, qui va passer par ta voix et qui va donner ce truc qui fait faire que quand tu vas regarder un acteur ou un film, tu vas pleurer, tu vas frissonner, tu vas vibrer. Pourquoi? Parce que c'est l'être humain qui va te donner ça. C'est pas une machine. Moi, j'ai jamais vu une machine, quelle qu'elle soit, donner du plaisir. Éventuellement, j'ai failli dire une connerie, mais j'ai rien dit. Mais bip, carré blanc. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais bon. Pour ça, ouais, c'est vrai que sinon ça marche. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, merci à toi. En tout cas, merci Gallium Bruno-Henri. Merci à toi pour cette interview. Merci à toi pour ce moment. Un moment qui, moi, m'a marqué. Parce que voilà, comme je t'ai dit, même si on n'a pas plus échangé que ça, parce que c'est ton moment à toi, mais on aura d'autres occasions pour échanger par rapport à ça. Vraiment, c'est ton parcours sur énormément de choses est similaire avec le mien. Et c'est pour ça que vraiment, pour moi, c'est un honneur de t'avoir interviewé aujourd'hui. Un honneur de t'avoir rencontré. Et je dis encore merci à Sadio Niakhaté de m'avoir présenté cet homme qui est Gallium Bruno-Henri. Parce que c'est une personne qui, malgré tout ce quand on voit ce qu'il a subi, quand on voit la notoriété qu'il lui est derrière, c'est une personne qui n'a pas changé, qui est restée humble. Et j'ai pu le voir parce que voilà, forcément, moi j'ai mon travail de journaliste, je me suis un peu renseigné sur son parcours, j'ai été un peu voir des vidéos ou autres. Et en fait, même entre guillemets, quand il peut donner la chance à quelqu'un pour briller dans son domaine, il le fait. Ouais. Et au-delà de ça,
en fait c'est la même personne dans toutes les vidéos en fait. C'est-à-dire que même les interviews que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'est la même personne qui a parlé. Il n'y a pas eu de changement au niveau de la voix, de bombage de torse ou quoi. C'est vraiment la même personne. Et merci à toi pour ton humilité. C'est un exemple pour énormément de personnes. Et là, pour avoir vraiment creusé un peu plus dans ton parcours, vraiment t'es une motivation supplémentaire. En tout cas, moi en tout cas à titre personnel, t'es une évolution pour moi et ça me motive à aller de l'avant. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi. Et si je peux dire une dernière chose, parce que tu sais que ce qu'on lance dans l'univers, ça te revient. Il y a une personne que je voudrais vraiment rencontrer et tourner avec, c'est Forest Whitaker. Donc je lance Forest Whitaker. If you hear me, just call me. Voilà. On fera en sorte de faire tourner ce message. On mettra le petit. Ah ouais, j'adore cet acteur. Pour justement, on va le mentionner pour que cette justement. Voilà. Et puis merci. Il y a encore tellement de choses à dire, mais voilà quoi. Et je trouve que l'être humain est beau avec toutes ses différences, avec toute sa richesse. Et je trouve dommage de passer à côté de tout ça et de vouloir éradiquer ça, parce que l'avenir c'est pas ce qui était avant. L'avenir c'est justement tout ce mélange, mais se mélanger ne veut pas dire une perte d'identité. Non, c'est juste t'acceptes l'autre, la différence, et le vivre ensemble, ça existe, et c'est ça qui est le plus important dans la vie. Et moi, c'est ça qui me motive, et c'est pour ça que je vis, et c'est ça que je partage, et c'est ça que j'ai envie de donner, que je donne à chaque fois qu'on me pose des questions, que les jeunes viennent me parler, et tout ça, voilà, je leur dis surtout, soyez vrais, soyez authentiques. Après, on fait tous des conneries, hein, voilà, ça m'arrive, et tout, des fois, on peut faire des choses parce que on n'est pas forcément tout le temps de bonne disposition, ça arrive, mais je trouve que ce qui est beau, c'est d'arriver à dépasser tout ça et puis d'essayer d'avancer ensemble, quoi. Merci à toi. Vraiment du fond du cœur, vraiment merci beaucoup. Comme vous avez pu le voir, on essaie toujours de vous proposer du contenu avec une certaine qualité, avec des personnes qui ont une vraie expérience. Merci à toutes les personnes qui continuent à suivre l'actualité d'ActuClap. Et n'oubliez pas de vous abonner, de suivre. Il y aura encore plein d'interviews qui arrivent. Et n'hésitez pas surtout aussi à vous abonner justement au compte Instagram ou sur les réseaux de Galliam Bruno Henry, parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent et ces projets vont prendre une belle couleur, parce que voilà, quand on voit l'énergie, tout ce qu'il met entre guillemets pour que ces projets prennent vie, je pense que ça va forcément donner quelque chose de très beau. Restez connectés, on se dit à très vite et je vous dis ciao la famille. Ciao.